et qui serait en quelque sorte, c'est-à-dire que le touriste qui vient séjourner, il sait que son argent va servir à transmettre de la connaissance et du savoir à des paysans qui en ont besoin. Et nous rejoignons l'adage selon lequel, bon, est-ce qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Donc c'est l'idée selon laquelle il faut évidemment enseigner des techniques et des moyens qui permettent de nous rendre inutiles. C'est-à-dire le bon développement, c'est quand celui qui veut développer est devenu inutile. Les gens ont repris leur liberté, ils font les choses de leur propre initiative et ils continuent. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà. Et on était étonnés de voir la quantité de gens qui venaient voir cette expérience. Formation des paysans, formation de certains cas, formation des femmes, expérimentation sur le terrain, de l'agroécologie, les histoires de lutte contre l'érosion, etc., etc. Tout ça rassemblé a donné en quelque sorte, à partir du premier lieu dans lequel s'est exercée l'agroécologie en Afrique, un lieu vraiment identifié, eh bien c'est devenu, l'agroécologie a pris une extension tellement importante qu'un jour le président Sankara lui-même le convoque en disant il faut absolument qu'on généralise l'agroécologie. Pourquoi? Parce que les paysans d'abord ont bien vu que c'était efficace. Ça nous libère d'acheter des intrants chimiques, parce que vous savez, pour faire 1 tonne d'engrais chimique, il faut à peu près 2 tonnes à 2 tonnes 5 de pétrole. C'est-à-dire que chaque fois c'est indexé sur le pétrole. Tous les intrants coûtent cher aux États, et donc tout ça en diminue, et il m'a chargé de proposer un programme national pour que l'agroécologie devienne une option nationale. Voilà. Donc c'est vous dire que les résultats sur le terrain ont été totalement probants. Donc moi je me préparais, évidemment j'étais dans une joie absolument incroyable, l'option de tout un pays pour l'agroécologie. Eh bien je me mets à travailler, à présenter un plan sur le court terme, moyen terme, long terme, comment on va procéder à la réforme générale, pas brutalement, on ne va pas passer d'une logique à une autre sans transition. Il faut petit à petit aussi toutes les structures de formation des jeunes agriculteurs qui existaient puissent adopter un programme en agroécologie, et tout ça était bien au point quand j'ai entendu à la radio que Thomas Sankara avait été assassiné. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, je vais me faire un tout petit peu de publicité. Si ce que je vous ai dit n'est pas trop délirant, pas trop à côté de la plaque, pas trop je ne sais pas quoi, j'ai consigné cette expérience dans un ouvrage qui s'appelle L'Offrande au crépuscule. Vous pourrez donc lire complètement, publié par les éditions L'Harmattan en France. Et je voulais écrire cet ouvrage pour justement, bien, dans les années 80, donc c'est pas d'aujourd'hui qu'il a été écrit, pour mettre en évidence. Maintenant tout le monde parle d'agroécologie, la solution. Je regrette, c'est le premier ouvrage que j'ai édité sur l'agroécologie dans les années 80. Eh ben, il a devancé un peu beaucoup de ces publications qu'on a maintenant. Je ne vante pas de cela, c'est pratiquement un fait. Je ne pas gloire, bien ravi. C'est pas ça. Je dis simplement, voilà comment les choses se sont. Et alors, quand j'ai publié ce bouquin, mon éditeur me dit est-ce que tu ne voudrais pas qu'on tente de le présenter à un concours du ministère de l'Agriculture, un concours finalement de littérature du ministère de l'Agriculture. Et je lui ai dit ils vont te le renvoyer par retour du courrier, parce qu'en fait je suis très critique par rapport à l'agriculture chimique, à toutes ces choses-là qui sont eux prônées par les différents ministères, et donc ça va pas cadrer. Et puis il a envoyé quand même, et puis un jour il m'appelle tout enthousiaste, mais tu as le premier prix, etc. Comment le premier prix? Tu es sûr? Tu vas le premier prix. Voilà. Le premier prix du ministère de l'Agriculture sur l'agroécologie. Alors ils n'ont pas osé dire sur l'agriculture, des sciences sociales. Parce qu'en fait, ça faisait moins choquant pour moi. Voilà. Et effectivement, je me
je me suis beaucoup occupé de ce qu'on pourrait appeler la science sociale, dans le sens où quand on transmet une connaissance à des peuples, il faut faire attention de ne pas déranger leur mode de pensée, leur mode de ce qu'ils sont. C'est ça la colonisation. La colonisation, c'est pas occuper seulement le territoire des autres, c'est modifier en quelque sorte le mode de pensée des autres et imposer un mode de pensée aux autres. C'est ce qui s'est fait. On pourrait dire que l'Europe a généré une culture qu'on appelle la modernité, avec la thermodynamique, avec tous les miracles que l'on fait en technologie. Et il faut savoir que l'Europe a été la première victime, en quelque sorte, du paradigme qu'elle a forgé elle-même. Les voyageurs du XVIe ou du XVIIe siècle vous disaient que quand on voyageait en Europe, on passait d'une province à l'autre, il y avait une diversité absolument extraordinaire de langues, de vêtements, d'architecture, de coutumes, c'était une mosaïque de culture en Europe. C'était pas. Voilà. Et alors après, on est parti sur la standardisation. C'est-à-dire la civilisation dite moderne, à standardiser, à uniformiser en quelque sorte les cultures à partir du paradigme nouveau de la technique, de la science et de la consommation énergétique dans laquelle nous sommes. Et ainsi, elle a créé la civilisation la plus fragile de l'histoire de l'humanité, parce qu'aujourd'hui, vous supprimez le pétrole, l'électricité, la communication et tout est par terre. Voilà, c'est pas compliqué. Donc tout le monde peut comprendre ça. Et comme on s'est de plus en plus éloigné des fondements, disons, de la vie elle-même, l'agroécologie devient quelque chose qui nous relie, qui nous réconcilie avec les énergies de la vie, c'est-à-dire celles qui sont durables, ce qui se perpétue et ceux auxquels on doit la vie. Donc toutes ces expériences ont abouti ensuite à une confirmation en quelque sorte de l'agroécologie. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, pour la création de Terre Humanisme, formation, le CIEPAD, enfin tout ce que j'avais. Oui, aujourd'hui, on a des structures en quelque sorte que vous pouvez aller visiter, vous pouvez faire des stages chez nous pour vous initier à l'agriculture écologique. Et donc on a créé tout cela au nom de l'agriculture, au nom de la propagation en quelque sorte de l'agriculture écologique. Alors, pour finir, moi, je ne sais pas si je vous ennuie ou pas, j'en sais rien. En tout cas, on m'a demandé de parler de l'agroécologie, mais il faut bien que je me cantonne dans l'agroécologie. Donc le problème aujourd'hui, c'est de dire finalement le grand questionnement, certes l'agroécologie est très importante, parce qu'elle nous met dans une posture à partir de laquelle elle nous réconcilie avec la vie, elle nous permet de nous nourrir sans agresser la terre, elle nous permet de réhabiliter, de reprendre les forces vives de la nature elle-même et de créer, en quelque sorte, d'endosser notre responsabilité, de transmettre le patrimoine vivant et patrimoine aux générations futures et leur transmettre vivant et non pas détruit par les méthodes insensées du monde actuel. Seulement, il faut aussi se méfier de ce qui pourrait être un peu trop idyllique. C'est-à-dire qu'on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Ce n'est pas incompatible. Le problème aujourd'hui, c'est pas de dire avec l'agroécologie, on va sauver. L'agroécologie doit intégrer justement un aspect moral et éthique, c'est-à-dire que je fais en conscience ce que je dois faire, je prends soin de la terre, de la vie, et quand je prends soin de la terre et de la vie, je prends aussi soin de mes semblables humains. Voilà. Et quand je vais transmettre cela, c'est l'expérience que nous avons fait, nous, pour notre propre ferme. On a pris une terre aride, personne n'en voulait, etc. Et on l'a fertilisée. Et aujourd'hui, on arrive au temps de la transmission, et bien nos enfants vont accueillir un lieu qu'on a totalement transformé. C'est-à-dire que le sol est devenu fertile, très peu d'énergie pour travailler le sol, etc. Donc
L'agroécologie intègre tous ces éléments et je pourrais dire qu'il faut qu'elle soit associée à une éthique. Et ce que j'appelle une éthique, c'est en fait, il faut absolument que nous construisions le futur sur la sobriété. J'ai écrit un livre qui s'appelle La sobriété heureuse. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui incite à toujours plus, et l'incitation à toujours plus ruine et accélère l'épuisement de la planète. Si tous les Chinois, etc., veulent adopter le modèle dominant aujourd'hui, où voulez-vous que nous prenions le frein des ressources? Déjà, les mers sont écumées, les forêts sont attaquées, il y a énormément. Donc cette planète, en quelque sorte, est soumise à un pillage systématique par l'avidité. Et l'être humain est toujours manipulé, à être avide, à vouloir toujours plus. D'où la nécessité de rompre avec cette espèce de mythe de la croissance qui serait sans limite. Elle ne peut pas être sans limite, puisque la planète est limitée. De toute façon, à un moment, on arrivera au bout. Et aujourd'hui, on est déjà en train de faire, en quelque sorte, le bilan et l'inventaire des ressources, et on s'aperçoit que les mers sont pillées, que maintenant on doit élever des poissons pour pouvoir continuer, que quand vous voyagez en avion sur les forêts tropicales, vous voyez des trouées, mais énormes de forêts qui disparaissent. C'est-à-dire que l'être humain contribue en quelque sorte à la dégradation générale de sa planète. D'où la question morale qui doit se poser aujourd'hui par rapport à quel est le rôle de l'être humain dans cette réalité. Et si l'être humain ne comprend pas qu'il a à se transformer lui-même de façon à établir en lui-même la modération comme libération, libérée par la modération, parce qu'autrement c'est toujours plus. Je vous dis toujours, mais vous n'avez jamais assez. Moi j'ai la télé, je regarde, c'est seulement pour regarder Colombo, des films qui me distraient, c'est tout. Pas retomber encore dans le machin. Voilà, même mes enfants me disent, tu regardes cette connerie, là, ça me distrait. Voilà, c'est tout. J'ai pas envie d'être dans le sérieux, de temps en temps, une comédie, un machin, un truc léger me distrait. Eh bien, le problème, c'est que quand je me mets devant ma télé, on me dit, mais tu n'as pas assez, mon pauvre vieux, comment tu n'as pas ce truc-là, tu n'as pas ce machin-là, mais tu es... Et en plus, on me traite comme un abruti parce qu'on me tient par le subliminal. Voilà, c'est-à-dire que, et c'est vrai interdit, la publicité subliminale, c'est-à-dire qu'on prend les gens pour des abrutis, comme si je ne peux pas comprendre, j'étais incapable de comprendre qu'un frigo, ça a telle caractéristique et ça vaut autant, et c'est tout, ça me suffit. Mais tout est simagré, les machins qu'on met autour, tout ce cinéma qui est autour, ça c'est complètement indigne et ça devrait être interdit parce que ça nous prend pour des abrutis. Voilà. Donc tout cela nous amène à dire finalement la perspective du futur sur quoi. Et souvent je finis sur cette anecdote. Je vis en Ardèche, un pays qui est sans être glacial et quand même froid. Je dois me chauffer. Je dois chauffer ma famille, bien sûr, ma maison. Et puis, quand nous sommes commencés en 1961, quand nous sommes arrivés, on n'avait pas de sous, on ne pouvait pas acheter du pétrole, du machin, etc. Donc, on avait de la forêt, on allait couper du bois sur la forêt. À l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse, rien de tout ça. Enfin, moi, je n'avais pas accès à ça. Et puis, je coupais le bois suant énormément pour pouvoir mettre du bois dans mon poêle. Et puis, c'était tellement dur. Bon, un jour, je suis dans un village à côté, attablé à prendre un café ou je ne sais pas quoi, et il y a une table à côté où les gens discutaient entre eux, et il y en a un qui disait, je dois couper mon bois, c'est difficile, c'est long, etc. Je ne peux pas tomber dans leur relation, je m'approche de lui et je lui dis, moi aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer, vous venez m'aider, je vais vous aider. Et puis on dit, bon, ben, le contrat est signé immédiatement, je vais l'aider, il vient m'aider, et puis on travaille toute la journée, tranquillement, en écoutant les oiseaux, sans bruit de tronçonneuse, sans rien du tout, avec une approche artisanale. Et puis la journée se finit, la journée s'achève, on a travaillé toute la journée, cette journée s'achève, et s'achève sur un cadeau extraordinaire, c'est-à-dire un coucher de soleil fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Couleurs absolument splendide, absolument splendide. Imaginez donc
ce soleil